probablement surpasser même le 11 septembre. On va rectifier, on va sortir toutes les études qui montrent que le taux de mortalité du coronavirus est similaire, très près de celui de la grippe, parce qu'il y a encore quelques heures, j'entendais sur RDI une journaliste qui manifestement ne sait pas de quoi elle parle, répéter des âneries en disant que le taux de mortalité était entre 0,5 et 1%, ce qui est quand même substantiel. Alors, donc on va mettre, je vais montrer toutes les études. On va aussi parler des chiffres de l'excès de décès qui sont finalement sortis pour le mois d'avril. Je vous avais présenté une vidéo de Horacio Arruda qui disait que, en fait, c'était mon interprétation, qu'il n'y avait pas d'excès de décès. C'était une interprétation généreuse. J'aurais jamais dû lui prêter des intentions nobles. Le gars est un affabulateur, un clown et un menteur pathologique. Je m'excuse de le dire, c'est exactement ça qu'il est, là. On pourrait sortir toutes les vidéos à l'appui. Alors, on va ramasser tout ça aujourd'hui et par la suite, on va pouvoir, je pense, après avoir montré toutes les études, les chiffres, comme ça pour les sceptiques. Disons que c'est une émission pour les sceptiques. On va pouvoir peut-être retourner à la campagne américaine. Maintenant, et ce vidéo, si YouTube ne l'enlève pas, deviendra une référence. Je vais essayer de faire ça très, très, très rapidement. YouTube m'a enlevé 3 vidéos. Il a enlevé la vidéo sur les statistiques en Italie, où est-ce que j'analysais les statistiques en Italie, hécatombe en Italie. Il a enlevé la vidéo Révolution copernicienne. Et il a enlevé tout récemment la vidéo sur le Spygate, Obamagate, tu sais, avec Michael Flynn, etc., sans donner d'explication. Alors, espérons que celle-ci va rester. Maintenant, allons-y avec la déclaration de cette journaliste à RDI qui nous disait, c'est une très jeune journaliste, et ce que je remarque de plus en plus en écoutant les journalistes, en lisant les articles, notamment ceux qui ont été écrits sur moi il y a quelques jours, c'est que les journalistes ne maîtrisent pas leur dossier. Et souvent, il semble qu'on leur fournit, ce sont des recherchistes qui leur fournissent leurs éléments de recherche. Et les journalistes ne font pas eux-mêmes leurs recherches. Ils prennent ce que les recherchistes font, ramassent ça, puis ils vont cracher ça à la télévision, sans comprendre. Le problème, quand il y a des recherchistes qui font le travail qu'on envoie aux journalistes, c'est que les journalistes ne comprennent pas ce qu'ils racontent. Ils ont l'air convaincants, ils parlent bien, ils sont articulés, ils sont souvent maquillés, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils écrivent, ce qu'ils disent à la télévision. Alors écoutons cette jeune journaliste nous expliquer que le coronavirus fait entre 0,5 et 1% de taux de mortalité. On va faire le point sur les éléments de base autour de ce virus. D'abord, est-ce qu'on en connaît davantage sur le taux de mortalité de la COVID-19? On a compris un peu plus de choses. Il a un peu diminué, si vous voulez, dans les estimations depuis le début de cette pandémie. En fait, si on regarde aujourd'hui le nombre de cas recensés dans le monde et le nombre de décès rapportés, on arrive à un taux de mortalité autour de 5 %. Mais si on a compris une chose depuis le début de la pandémie, c'est bien que, et le docteur Arruda en parlait, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne développeront jamais de symptômes ou assez peu, qui ne seront pas testés notamment, et que donc il y a un certain nombre de cas qui passent sous le radar. Ce nombre-là commence à se préciser, donc les estimations... Il ne se précise pas. Ça fait longtemps qu'on connaît les chiffres, madame. Il ne commence pas à se préciser. On connaît les chiffres depuis à peu près un mois. Depuis plus qu'un mois, il y a des gens qui parlent et les chiffres sont connus. Le taux de mortalité rapporté là-dessus aujourd'hui, donc le taux de mortalité dit réel, tourne plutôt autour de entre 1,5 et 1% de mortalité, ce qui est donc un petit peu inférieur à ce qu'on voyait, ce qu'on calculait au départ. Mais... Voilà. Alors, c'est une entrevue qui dure 5 minutes. Elle raconte plusieurs contre-vérités là-dedans, notamment que la chloroquine n'est pas efficace, etc., malgré le fait que l'association des chirurgiens et des médecins, je pense que c'est des chirurgiens, American, je me rappelle pas le nom, là, je vais le trouver, je le mettrai en lien, disait que la chloroquine a 90% de chances d'aider les gens, les patients à s'en remettre. Et là, Patrice Roy qui disait, ah, le docteur Raoult est le seul à continuer à pousser cette histoire de chloroquine. Voilà. Donc, je pourrais prendre chacune des affirmations de cette journaliste et démonter ça. Elle ne maîtrise pas son dossier. On va aller tout de suite avec son taux de décès 0,5 à 1%, okay, qui n'existe pas. C'est pas ce que les études montrent. Je vous ai parlé de plusieurs études. D'ailleurs, pour une première, j'ai mis dans la description de la vidéo ici le lien vers un site dont je vous avais déjà parlé qui s'appelle Swiss Policy Research. Qui ramasse bien l'ensemble des études et qui démonte plusieurs mythes, preuves à l'appui, comme Radio-Québec, là, avec des citations de journaux, de déclarations, des statistiques
qui montre que le virus n'est vraiment pas si dangereux. Alors, les Suisses ont ça qui vont pour eux. Là. Ils ont ce site excellent. Ils ont aussi le brigadier Droz. Et donc voilà, donc ici, ça c'est une étude, encore une fois, qu'on trouve sur ce site. J'ai mis le lien dans la description. Systemic and mucosal antibody secretion specific to SARS-CoV-2 during mild versus severe COVID-19. Alors, ce qu'on trouve, c'est un taux, ça c'est une étude globale, mondiale. La plupart des études que je vais citer ici sont des études sérologiques, c'est-à-dire des études de sérum. C'est-à-dire qu'il y a des échantillons de sang dans les hôpitaux et là, on fait des tests sur ces échantillons de sang-là et on regarde combien de pourcentage de personnes ont développé des anticorps au COVID. Et on se rend compte souvent que, par exemple, 5, 10, 15, des fois 20% des échantillons de sang des personnes qui ont donné du sang sont immunisés au COVID. Donc, ça veut dire que le COVID est beaucoup plus répandu qu'on pense dans la population. Il va chercher de 5 à 15%, même à 20% de la population, des fois, qui ont attrapé le virus. Tu sais, par exemple, dans un pays comme le Japon, là, ça fait des millions et des millions de personnes pour seulement 800 morts. On se rend compte que le taux de mortalité, c'est comme la grippe. Alors, en étudiant le sang, les échantillons de sang dans les hôpitaux, on est capable de savoir c'est quoi la propagation du virus, le nombre de cas réels, et finalement, comparer, contrairement à ce qu'a fait l'OMS, le nombre de décès par rapport au nombre de personnes approximatifs là, qui ont attrapé la maladie dans la population générale. Et là, tu as un taux de mortalité réel. Et ce que cette étude-là mondiale montre, c'est que, comme l'indique ici, là, c'est IFR, hein, c'est la section IFR, c'est autour de 0,1, comme la grippe. Même chose ici, ça c'est une autre étude, en fait c'est un regroupement de 23 études, encore une fois, mondiales, qui ont été ramassées un peu partout dans le monde, des études sérologiques qui s'appellent Infection Fatality Rate of COVID-19 Inferred from Séroprévalence Data. Et encore une fois, on trouve un taux de mortalité de 0,25, donc comme une grippe sévère. Comme disait le docteur Fauci, comme disent tous les experts, une grippe sévère, pas plus que ça. Pas 5, puis pas 1% comme la pigiste dit. Là, je ne sais pas si c'est cette journaliste qui a manifestement pas elle-même fait ses recherches. Ici, une autre étude, Infection Fatality Rate of SARS-CoV-2 Infection, a German Community with a Super Spreading Event. Alors, c'est une étude en Allemagne. Qui montre un taux de mortalité de 0,36. Donc, comme une bonne grippe, une grippe sévère. Le truc, c'est que quand on ramasse toutes ces études-là, il y en a qui sont encore plus petites, là, quand on ramasse toutes ces études-là, on tourne autour d'un taux de mortalité de 0,2. Comme je l'ai dit depuis le début, 0,2, c'est une grippe sévère. Ici, c'est une autre, ça, c'est en Iran. Séroprévalence of COVID-19 virus infections in Julian Province, Iran, dans la province de Julian ou Goulian en Iran. Alors, on trouve un taux de mortalité de 0,12, donc une grippe sans plus. On continue. Il y a plusieurs de ces études qui sont rapportées ici. Il y a 3 études américaines et une étude au Danemark. L'étude au Danemark, c'est celle-là ici. Estimation of SARS-CoV-2 infection fatality rate by real-time antibody screening. Là, j'ai manqué, il y a quelque chose sur la fin du titre. Elle nous donne un taux de mortalité de 0,08, donc pratiquement beaucoup, beaucoup moins qu'une grippe. Okay? Pas beaucoup, mais moins qu'une grippe en tout cas. Ça, c'est l'étude au Danemark. Il y en a une autre ici. COVID-19, antibody, séroprévalence, c'est une Santa Clara County, California. Je vous en avais déjà parlé de cette étude de Santa Clara. Dans la presse, il y a aussi André Pratt qui l'a mentionné en disant que le virus était probablement moins virulent qu'on pensait à cause de cette étude de Santa Clara. Alors, l'étude de Santa Clara nous donne un taux d'infection de 0,17, une bonne grippe, sans plus. Hein, ils se sont rendus compte qu'il y avait comme à peu près 50 fois plus de personnes qui avaient attrapé la maladie que ce qui était préalablement assumé, ce qu'on pensait auparavant. Donc, s'il y a 50 fois plus de personnes qui ont attrapé la maladie, ça veut dire que la maladie est, paradoxalement, pour le même nombre de morts, 50 fois moins dangereuse que ce qui avait été annoncé. Vous voyez un peu le genre de réflexion. Même genre ici, donc, second round of COVID-19 community testing completed de Miami-Dade County, donc en Floride, une en Californie, une en Floride, Miami-Dade County and University of Miami Miller School of Medicine announced initial finding. Donc, ce sont des universités, ce sont des hôpitaux qui font ces études-là. Et qu'est-ce que nous dit cette étude?
Miami-Dade County, 018. Une bonne grippe, encore une fois. Et la dernière ici, Preliminary Result of USC LA County COVID-19 Studies Release. Alors, c'est l'Université de la Californie du Sud qui nous donne un taux de mortalité de 0,2. Comme une bonne grippe, encore une fois. OK, alors, on vous montre les preuves, OK? La télévision française l'a admis, l'Institut Pasteur l'a admis, le CDC l'a admis. Je vous ai montré les clips. Là, je vais vous présenter rapidement des courts extraits des clips que j'ai déjà présentés auparavant qui parlent de tout ça. Donc, commençons avec David Pujada, TF1, juste un petit 20 secondes où il parle de... Il y a encore un mois, l'OMS estimait à 3,5% le taux de létalité du virus, c'est-à-dire le taux de personnes contaminées qui vont en mourir. C'était plus de 10 fois le taux de létalité de la grippe, 0,3%. Mais aujourd'hui, au vu des dernières études, l'estimation n'a plus rien à voir. D'après l'Institut Pasteur, ce taux ne serait en réalité que de 0,53% et ça change beaucoup de choses. Évidemment, ça change effectivement beaucoup de choses. Deuxième certitude. Alors, ils disent 0,3 pour la grippe. Donc, ils sont l'Institut Pasteur, je ne sais pas comment ils comptent la grippe à 0,3 et le coronavirus à 0,5. Donc, encore une fois, juste un peu plus que la grippe. Ici, en Amérique du Nord, on compte la grippe comme 0,1. Là, eux autres, l'Institut Pasteur le compte comme 0,3. Alors, donc, encore une fois, juste un peu plus sévère que la grippe. Il y a, vous vous rappelez, Fareed Zakarian, le docteur à CNN, qui disait que finalement, c'est comme une grippe. He points out that in some of the places with the best testing, the Diamond Princess cruise ship, the Italian town of Vo Eugenio, Iceland, Denmark, the numbers who are actually infected when adjusted for the US population as a whole suggest a fatality rate that is actually similar to the seasonal flu. Suggests a fatality rate that is similar to the seasonal flu. Un taux de mortalité similaire à la grippe saisonnière. Ça, c'est CNN. On vous a montré TF1, CNN. Il y a aussi l'Institut économique de Montréal, s'appuyant sur les chiffres du CDC, qui dit exactement la même chose. J'ai un petit extrait d'une quinzaine, une vingtaine de secondes. D'abord, la première chose, c'est que ce n'est pas l'Institut économique de Montréal qui dit ça. Il y a plusieurs sources aujourd'hui qui reconnaissent ça comme un fait. Oui, mais vous le mettez dans votre étude, là, donc vous le prenez à votre compte. Là. Vous dites que c'est pas pire qu'une grippe. Il y a 4800 personnes qui en sont mortes au Québec. Vous dites que c'est pas pire qu'une grippe. Exactement, c'est ça qu'il dit. C'est ce que le CDC aussi, le Center for Disease Control, dit. C'est pas pire qu'une grippe. Et là, le journaliste essaye de lui faire, de lui jouer la carte de l'odieux. Là, il y a 4000 personnes qui sont mortes au Québec. Comment osez-vous dire que c'est juste une grippe? On va voir un peu plus tard dans le web journal comment on est arrivé à 4000 morts. Bon, on le sait, là, c'est mort dû, mort avec, mais on va ventiler un peu comment il y a pu avoir un 2000 cas de surmortalité pour le mois d'avril. Je le laisse finir. Le fait que ces décès sont systématiquement liés au Covid. On sait que l'âge médian des personnes qui décèdent, c'est 84 ans ici au Canada, qu'il y a beaucoup de comorbidités, que les gens sont morts avec le Covid, mais pas nécessairement du Covid. Voilà, donc l'Institut économique de Montréal qui dit ce qu'on dit à Radio-Québec depuis le début, c'est-à-dire qu'on surcompte le nombre de décès du COVID. Là, ce que Horacio Arruda a essayé de nous faire croire, c'est que c'est ce qui jouait dans le clip que je vous ai présenté il y a à peu près un mois, parce que moi, j'analysais qu'il disait qu'il n'y avait pas de surmortalité. En fait, ce qu'il disait, c'est que toute la surmortalité, c'est du COVID. Il n'y a pas eu d'autres causes de surmortalité que le COVID. Vous comprenez que c'est absolument absurde. On a cessé, on a démantibulé, on a détruit complètement le système de santé au Québec, partout dans le monde, hein, c'est comme ça. Et finalement, pour nous dire qu'il n'y a pas eu de morts accessoires là-dedans, que tous les morts excédentaires sont des morts du COVID. Là, il faut savoir que c'est comme finalement l'alibi parfait, hein, le COVID, c'est-à-dire que tu peux commettre un crime et il n'y a personne qui va aller chercher le couteau si on dit que c'est du COVID. Hein? Imaginez les rebelles Tutsis là, au Rwanda, là, si le COVID avait existé à cette époque-là, il y aura personne ne serait posé la question du génocide. C'est du COVID. Hein? Alors, il peut y avoir une hécatombe, on peut procéder à une hécatombe, un nettoyage dans les résidences de personnes âgées aux États-Unis. Ils le savaient. Il y a une des politiciennes aux États-Unis, j'aurais dû avoir l'article. Je suis arrivé un peu tard aujourd'hui, là,
qui savait qu'est-ce qui s'en venait dans les résidences de personnes âgées et qui a sorti sa mère. Je pense que c'est une des gouverneurs qui a sorti sa mère des résidences de personnes âgées parce qu'elle savait qu'est-ce qui s'en venait. OK? Et les gouverneurs là-bas aux États-Unis qui ont outrepassé la réglementation fédérale pour retourner des patients dans les résidences qui étaient infectés. Alors que les résidences ne voulaient pas, et il y avait une réglementation fédérale qui interdisait de retourner des patients infectés dans des résidences de personnes âgées. Ils ont passé outre la réglementation fédérale et ils ont retourné des patients dans les résidences de personnes, des patients infectés dans les résidences de personnes âgées. Alors c'est ça finalement, c'est parce qu'avec le COVID et l'aide des médias, on a l'alibi parfait. Imaginez les règlements de compte dans la rue de la mafia, etc. Non, il n'y a pas de crime. C'est du COVID. On peut nettoyer n'importe quoi avec du COVID. Le COVID, c'est comme du chlore, c'est comme de l'eau de Javel. Ça blanchit n'importe quoi. N'importe quel crime peut être blanchi avec le COVID. Vous comprenez un peu la nature de ce qu'on nous présente là. N'importe quel meurtre peut être présenté COVID par les autorités. En plus de ça, il n'y a pas d'autopsie. C'est ça qui est paradoxal. Alors, on nous dit ici, les chiffres sont sortis pour le Québec. Il y a, je vous avais montré, là, bon, ici, c'est les chiffres, c'est l'encadré en rouge à la fin du tableau. Alors, pour le mois de mars, on a 6000, c'est l'avant-dernier, là, on a 6150 décès. Donc, comparé à 2018, il n'y a pas de décès pour le mois de mars. Il y en a, par exemple, 2000 pour le mois d'avril. Hein. L'année précédente, les autres années, c'est à peu près 5700. Et là, on en a 8000. Donc, à peu près 2200, 2300 personnes de plus qui sont mortes en avril au Québec que par les années précédentes. Ce qui est paradoxal, c'est que, comme j'ai dit à la radio avec Jeff Fillion, c'est que s'il y avait eu un excès de décès, on aurait dû l'avoir dans les 2 dernières semaines de mars parce que c'est là qu'il y avait la courbe. C'est là qu'on s'attendait à ce qu'il y ait l'hécatombe dans les hôpitaux, que les urgences soient surchargées, qu'il y ait un grand nombre de décès qu'on ne soit plus capable de fournir. Et c'est les 2 dernières semaines de mars qu'on prévoyait être les plus chaudes parce qu'il n'y avait pas eu de confinement auparavant. Or, zip, rien. Il n'y a rien eu dans les 2 dernières semaines de mars. Ce qu'il y a eu par la suite, c'est une hécatombe dans le mois d'avril à cause de beaucoup de facteurs, mais probablement pas à cause du COVID. Peut-être un peu à cause du COVID, parce que c'est une maladie qui est un peu plus sévère que la grippe ordinaire. Donc, il y a peut-être un peu de surmortalité du COVID. Mais il y a eu, dans tout ça, des suicides, du manque de matériel, du manque de médicaments, du manque de personnel, de la négligence probablement criminelle dans tout ça, qui émane de Québec, des décisions, ça remonte jusqu'au premier ministre. En ce qui me concerne, François Legault, c'est terminé. Pour les suicides, par exemple, je vous montre ici des informations faciles à trouver. Restaurateurs frappés par la pandémie, il va y avoir des faillites et des suicides. Beaucoup de faillites et de suicides. C'est sûr, à cause des mesures niaiseuses qu'on a prises pour arrêter Donald Trump là, en faisant passer le COVID pour quelque chose de très grave, on a ruiné l'économie, on a ruiné les gens, on a décidé en haut lieu, parce que c'est pas François Legault qui décide, là, c'est une marionnette, on a décidé en haut lieu qu'il valait mieux sacrifier des gens, la vie des gens, l'épargne. On est des moutons hein, pour eux. Alors, on est disposable, on peut disposer de nous comme on veut. Tout ça pour bloquer Trump. Alors, on a ruiné les économies partout en Occident afin de arrêter le rouleau compresseur Trump qui avait une économie d'enfer juste avant le confinement. Un restaurateur frappé par la pandémie, il va y avoir beaucoup de suicides. Juste pour appuyer, on va retourner juste un instant ici pour appuyer ce que je disais justement sur Trump ici. Ça, c'est un tweet de Alexandra Ocasio-Cortez. Elle a tweeté ça, ça a été vu, ça a été partagé 20 000 fois avant qu'elle le retire parce qu'elle s'est rendue compte finalement qu'elle révélait le plan. Elle dit c'est vital. Il est très important que les gouverneurs maintiennent les restrictions sur le monde des affaires jusqu'aux élections de novembre parce que un rebond économique pourrait aider Trump à se faire réélire. Quelques faillites d'entreprises et quelques pertes d'emplois sont un petit prix à payer
pour être libéré de cette présidence. Alors, vous comprenez, c'est ça, c'est le sacrifice de l'économie pour faire tomber celui qui est en train de détruire bloc par bloc le mondialisme et nous ramener à l'époque à un système d'étonnation. Ouais? Comme le voulait Charles de Gaulle, c'est-à-dire qu'il est en train de changer notre futur. Les mondialistes avaient tiré le futur dans une direction, on était en train de s'en aller vers un nouvel ordre mondial, et lui nous ramène dans ce qui était censé être, c'est-à-dire la règle de droit et le système d'étonnation. Voilà. Alors, ça, c'était pour ça. Maintenant, les suicides. Alors ici, il y a une autre nouvelle. Ici, le nombre de suicides pourrait être catastrophique. Ça, c'était publié fin avril. Mais oui, c'est le Centre de prévention du suicide. C'est un article que vous pouvez trouver sur TVA Nouvelles. Alors, les travailleurs sociaux affiliés au Centre des services sociaux des Laurentides ont eu pour directive de fermer la liste d'attente en santé mentale dans la région. Seuls les cas COVID ou de très grande détresse sont traités. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi on ferme l'assistance au suicide en période de crise? Ça rime à quoi, ça? Est-ce qu'ils voulaient des suicides? Est-ce qu'on voulait augmenter? Parce que les suicides, on les fait passer COVID, hein, vous savez, hein, je vais vous montrer une vidéo là-dessus. Alors, beaucoup de nos intervenants sociaux nous mentionnent que le nombre de cas à gérer dans les psychosociaux généraux en dépendance et en santé mentale vont augmenter en flèche à la fin de la pandémie. Assurément que le nombre de suicides pourrait être catastrophique dans le contexte actuel où l'on n'a pas besoin de boule de cristal pour prévoir quelque chose comme cela. Elle dit, les intervenants craignent les représailles et qu'on ne peut identifier. Les intervenants qui craignent les représailles et qu'on ne peut identifier jugent que les demandes du CIUSS vont même à l'encontre du code de déontologie. Ben oui, on a fermé complètement l'assistance au suicide en période où est-ce qu'on ruinait la vie des gens. Pourquoi, encore une fois? Et là, parce qu'on va engranger des décès puis on va les mettre COVID. Ouais, je vous fais écouter une vidéo là-dessus. Je l'ai partagée il y a à peu près un mois et demi sur mon Facebook. J'en ai pris un petit extrait où est-ce qu'on vous explique. Il y en a beaucoup des vidéos comme ça, si vous prenez la peine de chercher. J'en ai partagé quelques-unes. Écoutez ça. Cette personne-là s'est suicidée de façon assez violente. Et suite à ça, je nommerai personne, je nommerai aucun détail. Mais le détail qui est important, c'est celui-ci. La famille proche a vu le papier qui avait été envoyé par l'hôpital, en tout cas, bref. Et sur ce papier, il était écrit le nom de la personne et, devinez quoi, la façon que la personne est décédée. Devinez, hein? Et oui, c'était écrit COVID-19. C'est incroyable. Alors, faites attention. Il y en a eu plein des cas comme ça de faux certificats de décès. Il y a eu les vidéos de Projet Veritas où est-ce qu'ils allaient dans les salons mortuaires avec des caméras cachées et les directeurs de salons mortuaires leur disaient on est obligé de falsifier des fois les documents pour marquer COVID. Hein, il y a eu ces docteurs aussi, j'en ai montré plusieurs qui disaient on nous force à écrire COVID sur le certificat de décès. Donc, il y a ça. Il y a aussi des règles. Donc, on a coupé l'aide au suicide. Donc, imaginez, là, tu sais, tu es en attente, tu as envie de te suicider et tu as perdu ta business ou ta conjointe, ton conjoint, ta conjointe t'a quitté. Et là, tu tiens à un fil, hein, tu as de l'assistance avec un centre de prévention au suicide. Et là, on demande, on te rappelle, on dit, on ne peut plus t'aider, tu es tout seul. Qu'est-ce qui se passe? COVID. OK? Pas juste ça, il y a d'autres règles, il y a plein de règles tout à fait étranges qui ont émané de Québec, comme ces règles ici de, où est-ce qu'on disait de ne pas faire de réanimation, de massage cardiaque, de bouche à bouche sur une personne qu'on ne connaissait pas. Alors, imaginez, tu as quelqu'un, une personne dans une résidence de personnes âgées qui fait un AVC. Étant donné qu'à cause qu'il y a une personne au premier étage qui a déclaré COVID, l'ensemble de l'EHPAD, l'ensemble du CHSLD est considéré COVID. Alors, on n'a pas fait aucune réanimation dans les CHSLD pendant presque 2 mois. On les a laissés mourir. Quand quelqu'un tombait, quand quelqu'un faisait un AVC ou quelque chose comme ça, avait une crise, on le laissait mourir.
Et là, on trouve ça ici, on trouve les directives sur le site de la FIC, la Fédération des infirmières du Québec. Si la personne est inconnue ou que son statut COVID est inconnu, ça veut dire presque tout le monde, là, probable ou positif, ça veut dire dès que dans une résidence de personnes âgées, tu es probable ou positif. Ou que le milieu de soins est en éclosion, il ne faut pas faire de massage cardiaque. Même chose ici, hein, d'autres directives. Si la personne est inconnue ou statut inconnu et positif, ne pas faire de massage cardiaque. Ici, ça c'est dans la presse. CHSLD, pas de réanimation cardio-respiratoire pour un cas soupçonné de COVID, dit Québec. On les a laissés mourir. Vous les avez là. La surmortalité, elle est là. On les a laissés mourir. Normalement, on fait des massages cardiaques, on aide les gens, on les soigne. Là, on les a laissés mourir. Pas juste ça. Il y a de nombreux témoignages de personnes qui disent qu'il n'y avait... On a juste arrêté de s'occuper des résidences de personnes âgées. Il y avait non seulement un manque de personnel, j'en ai parlé, là, je ne vais pas répéter, mais un manque de médicaments, un manque d'équipement. Et là, je vous fais écouter une autre dame qui expliquait ça. Je disais, elle est infirmière, son fils est infirmier, et ils ont tout vu ça de leurs propres yeux dans les établissements. Il n'y a plus de matériel pour soigner les patients. Il n'y a plus de Versed. Savez-vous c'est quoi du Versed? Du Versed, on sert de ça. Si vous avez une fracture ouverte, vous allez à l'urgence, là. On va vous l'arranger, la fracture, mais on va vous donner du Versed. Vous allez pas vous allez hurler, mais vous n'allez pas vous rappeler que vous avez hurlé. Ça sert à ça. Du Propofol, savez-vous à quoi ça sert? Du Propofol, les patients capotent, on leur donne du Propofol. Mais il n'y en a plus de ça. Il n'y a plus de Versed. Il n'y a plus de scopo, la mine, pour éviter les sécrétions. Il n'y a plus rien. Puis le gouvernement, il nous regarde, puis il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, tout est correct. Ils les ont laissés mourir. Ils étaient au courant des pénuries de médicaments, des pénuries de personnel. Ils les ont laissés mourir de faim, de soif, de manque de médicaments, de manque de soins. C'est scandaleux ce qui s'est passé, pas juste au Québec, partout dans le monde, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout. Pardon. Puis nous autres, on dit, on regarde, puis je vous entends dire, ah, c'est des fake news. Hey, allô? C'est pas des fake news. Les gens crèvent dans les CHSLD. Je le vois, mon fils me le raconte. Ils rentrent dans les chambres, puis les patients sont morts. Ils sont morts tout seuls. Pas de réanimation. Tu rentres, la personne est inconsciente. Pas de réanimation, pas de soins. Civière, on classifie COVID et that's it, ça rentre dans les statistiques. Comment? Qu'est-ce qu'on fait? À part de ça, je vais vous dire, moi, ma voisine, là, est tombée malade, OK? Elle est tombée malade. Elle est allée à l'urgence parce qu'elle filait pas. Ils ont dit, t'es COVID, on te considère comme COVID. Elle dit, je vais-tu passer le test? Ils ont dit, non, on n'a pas besoin. Elle dit, j'ai mal au bras, j'ai perdu connaissance, j'ai pas mal à la gorge, j'ai pas rien. Mais nous autres, on considère que t'es COVID, puis on prend pas de prise de sang parce que l'OSM, c'est comme ça. L'OSM, c'est l'Organisation de la santé, c'est ça qu'ils veulent. On suit ça. Retourne à l'urgence. Puis encore la même affaire. Là, ils ont dit, t'as une tendinite, mais un va pas sans l'autre. Fait qu'on déclare pareil COVID, mais on prend pas de test. Pourquoi qu'ils prennent pas de test? Pourquoi qu'ils déclarent COVID? Parce qu'ils gonflent les chiffres. Parce qu'ils gonflent les chiffres. On n'est pas dupes, la population, on le sait, là. Ils gonflent les chiffres, OK? Ils sont en train de laisser nos patients, nos personnes âgées crever seuls comme des rats dans les centres de personnes âgées. Les infirmières. J'ai une amie, là, elle me racontait, une amie à moi, elle m'a raconté qu'il n'y avait pas d'un NaCl. Du NaCl, c'est du liquide stérile pour faire les plaies. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de ça, fait qu'elle peut pas faire les plaies. Elle était toute seule pour 2 unités au complet, l'infirmière. Hey, arrêtez de nous faire ça avec 200 personnes de l'armée. Le monde crève. Puis le gouvernement nous dit, il n'y a pas de problème, tout est beau. Mais en même temps, il nous rentre le mot COVID. Tout le monde, sachez ça, là. À partir de maintenant, pas maintenant, mais tous les gens qui décèdent, tous les gens qui ont des symptômes grippaux sont considérés comme COVID. Qu'est-ce qui va arriver tantôt? Ils vont nous sortir le style vaccin, OK? Ils vont nous sortir le vaccin, puis ils vont dire, ceux qui vont être déconfinés, là, puis vous êtes écœurés, là, mais prenez-le, le vaccin. Ils vont nous le rentrer de force. Je vous le dis comme que je suis là, c'est ça. La parole du peuple est moins importante que celui qui est pas là. Moi, je vous le dis. Puis là, ils nous font peur en nous déclarant tout ce monde-là COVID, puis ils sont même pas testés. Il y en a même pas de tests. Il n'y a pas de tests. Il n'y a plus de médicaments. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de... Voilà.
Je vais vous montrer un autre... on va terminer là-dessus. Je vais vous montrer... est-ce que je l'ai ici à quelque part? Aïe, 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 j'espère que je l'ai. Ça, non. 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 On va faire le point sur les... Ah, ici, voilà. Un autre article intéressant que j'ai trouvé dans le Telegraph. Le Telegraph, c'est l'article là, où finalement j'avais trouvé le 12% en Italie. Là, il y a un autre article qui est intéressant qui dit, parce que Arruda n'arrête pas de nous dire, hein, il est sûr à 95% qu'une deuxième vague s'en vient. Ça ne repose sur rien, cette idée de deuxième vague, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième vague avec les autres coronavirus comme le SRAS. Ça n'existe pas. C'est toujours un truc en cloche comme ça, qu'il y ait ou non du confinement. Encore une fois, cette journaliste à Radio-Canada dont j'ai montré le clip au début du web journal, elle disait ah oui, avec les mesures de confinement, on a été capable de réduire la progression de la maladie. Non! Non, non! La maladie, ça s'en va tout seul. Trump l'a dit, Raoult l'a dit, les statistiques le montrent, c'est toujours en forme de cloche, le virus pique, atteint un sommet puis diminue naturellement. Le confinement, ça fait rien. Je veux dire, c'est encore une fois, c'est un article que je l'avais montré dans un web journal précédemment, du Imperial College à Londres qui essayait de se protéger, hein, en faisant croire que le confinement avait fonctionné, mais ça n'a jamais été prouvé que le confinement avait fonctionné. Ça n'a pas. Il y a eu sans confinement en Suède, ça a été en forme de cloche. Même chose avec le SRAS, même chose avec le H1N1. Ça ici, c'est un graphique pour le H1N1 tiré du CDC. Alors, vous voyez, le premier petit monticule, c'est la grippe ordinaire. OK, l'influenza de type A. Puis après ça, avec le orange, ça, c'est le H1N1 qui arrive un peu plus tard dans l'année. Donc, il y a comme une deuxième vague, mais c'est une autre souche complètement. Et après ça, il n'y a pas de deuxième vague de H1N1. Le H1N1 reste à l'état de trace. C'est comme ça avec tous les virus. Hein? C'est comme ça avec tous les virus. Alors, mais... Arruda nous dit qu'il est sûr, sans jamais nous citer aucune source scientifique, il est sûr à 95% qu'il va y avoir une deuxième vague. Ce que le Télégraphe nous dit, c'est qu'il va effectivement y avoir une deuxième vague et peut-être même une troisième vague. Mais ce n'est pas une deuxième vague, une troisième vague de coronavirus. C'est des vagues de morts qui arrivent par manque de soins. Alors, c'est un article qui s'intitule Two new waves of deaths are about to break over the NHS. New analysis warned. Donc ça, c'est NHS, c'est en Angleterre. Alors, on nous dit qu'il y a une deuxième et une troisième vague non-coronavirus qui sont sur le point de frapper l'Angleterre. La deuxième vague est déjà arrivée, est en train de se produire. Elle est constituée de patients non-coronavirus qui ne sont pas capables d'avoir accès à des soins. Des gens qui ont peur du virus et qui, au lieu d'aller consulter un docteur, restent à la maison puis finalement font un AVC ou que leur situation se dégrade. Hein, ils sont censés aller faire une dialyse, mais n'y vont pas pour les reins, ils n'y vont pas et finalement meurent, il y a des complications, ils meurent. Donc, le fait d'avoir fait peur à la population en disant que c'était plus qu'une grippe, que c'était l'Ebola ou quelque chose comme ça, fait en sorte que ça a terrorisé les gens. Les gens ont arrêté de solliciter des soins de santé et leur état s'est dégradé et ils sont morts de différentes causes par manque d'accès aux soins à cause de la peur qui a été générée. OK? Et là, il dit, si on se base sur les chiffres de la santé en Angleterre, estimates these deaths now total approximately 10,000. Donc, l'Angleterre, c'est à peu près 10 fois plus que le Québec. C'est à peu près la même population que la France. Donc, ça serait 10 000 morts qui auraient été causées par l'absence de soins à cause du confinement en Angleterre, en France, dans la plupart des pays. On divise par 10 pour le Québec, ça ferait à peu près 1 millier de morts qui auraient été causées par l'absence de soins. Ils disent à peu près 2000 par semaine là-bas, donc 200 par semaine ici. Suicide, manque de matériel, manque de personnel, manque de médicaments, manque d'accès aux soins. Si vous l'avez, votre surmortalité, vous comprenez, le 2000 qu'on voit, là, il est totalement explicable. Comment? Pas par le coronavirus, par les politiques qui ont été mises en place, par les politiciens véreux qui semblent tout avoir fait pour voir le nombre de morts augmenter. L'article continue. Hein, donc, ça inclut plusieurs types d'admissions d'urgence, comme des crises cardiaques,
des situations chroniques comme le diabète, les gens ne renouvellent pas leurs prescriptions, ce genre de choses-là. Et donc, ça cause des morts. 2000 morts par semaine jusqu'à 10 000 là, au moment où l'article a été écrit fin avril. Et puis, il dit qu'il y a une troisième vague aussi qui s'inscrit sur le long terme, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, tu es censé aller faire une mammographie et tu y vas pas à cause que tu as peur du coronavirus et finalement ton cancer du sein se développe parce que tu n'as pas fait le dépistage, etc. Donc, c'est des trucs à long terme, le report de toutes les chirurgies, ce genre de trucs-là qui fait en sorte que les patients maintenant meurent sur les listes d'attente au lieu d'obtenir leurs soins. Ça, encore une fois, c'est des politiques d'Arruda, Legault, etc. Voilà. OK? Alors, donc ça, c'est pour ça. On est déjà rendu à 35 minutes. Il y avait une autre chose que je voulais dire. Donc, c'est... ah oui. Maintenant, on nous dit, on sait que c'est en forme de cloche, qu'il y a généralement juste une vague de coronavirus. Pas juste de coronavirus, mais en général, la plupart des virus sont en dos de chameau. Je me rappelle jamais c'est lequel qui a une bosse ou deux bosses. Nos amis algériens pourraient nous aider ou marocains. Alors, plus marocains, je pense. Alors, donc c'est ça. La question, c'est ça. Étant donné qu'il n'y a pas de deuxième... Pourquoi il n'y a pas de deuxième vague? Je pose la question là, aux gens qui sont en ligne. Là. Pourquoi il n'y a pas de deuxième vague? Expliquez-moi pourquoi il n'y a pas de deuxième vague généralement. Le virus monte, descend, arrivé au printemps, à l'été, il disparaît à cause de toutes sortes de facteurs, la température, le soleil, il n'existe plus sur les surfaces. Les gouttelettes sont, je veux dire, irradiées de rayons ultraviolets, ça tue le virus, il est moins en suspens. Donc, il ne dure pas à partir de l'été, mais pourquoi il ne revient pas à l'automne? Dromadaire, hein, c'est ça. Dromadaire a une bosse. Chameau a deux bosses. Alors, merci, Patrick Bégin. Parce qu'on se développe une immunité collective pendant ce temps-là. Alors que le virus reste à l'état de trace durant l'été, on se le passe, on l'attrape, il est beaucoup moins virulent l'été qu'à l'hiver à cause des températures, à cause de toutes sortes de facteurs, mais on s'immunise. On s'immunise à cause de ça. Je veux dire, on serre les mains, on va dans la piscine, on joue, on se le passe, et il est faible. Et on s'immunise, on l'attrape pendant qu'il est faible. Et c'est là c'est comme un vaccin. On reçoit une petite dose, une petite charge virale, une petite dose du virus, et c'est facile pour notre corps de le combattre. Parce que la charge virale est petite, le virus n'est pas fort, il est pratiquement pas existant l'été. Et c'est là qu'on s'immunise. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième vague. Et là, qu'est-ce qu'ils font, les clowns qui nous dirigent? Ils nous empêchent de nous immuniser l'été. Pas de contact physique, pas de poignée de main, 2 mètres de distance, le masque, etc. Ils nous empêchent de l'attraper. C'est comme ça qu'il va avoir une deuxième vague. Quand Arruda dit qu'il est sûr à 95% qu'il va avoir une deuxième vague, c'est parce qu'il fait tout avec ces mesures niaiseuses de distanciation sociale et tout, là. Hein, 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Si dans le métro, c'est 1 mètre et demi, moins de 16 ans, c'est 1 mètre 3/4. Les règles sont complètement farfelues. Dans un corridor, c'est diminué. À l'extérieur, c'est plus. Est-ce que j'ai d'autres choses? Tu sais, si tu es un acteur, tu as le droit de passer 15 minutes avec un autre acteur à proximité. Hein, donc, la décision qui a été prise ici avec cette idée d'obliger le port du masque et de maintenir la distanciation sociale, c'est comme toutes les autres décisions qui ont été prises jusqu'à maintenant, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire et ça va juste empirer la situation, ça va faire en sorte qu'on ne va pas s'immuniser contre le virus et ça pourrait créer une recrudescence des cas à l'automne. Parce qu'on ne se sera pas immunisé alors que le virus était faible. Et tout ça, ça ne peut pas être anodin. Ça ne peut pas. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Pourquoi il n'y a jamais de deuxième vague de ces virus-là? Hein, c'est parce que ça disparaît comme au printemps et quand le virus est faible, on se le passe, les gens sortent dehors, on se rencontre, on fait des barbecues, on va à la piscine, on s'immunise. C'est comme une forme collective d'immunisation, c'est comme un vaccin. Et ils ne veulent pas qu'on s'immunise collectivement. Parce qu'ils veulent nous imposer un vaccin à l'automne. Et ils font tout pour qu'on n'ait pas d'immunité collective. Ce sont des salopards carabinés. Vous comprenez? Ce sont des salopards intégraux. C'est plus que ça. Il y a comme salopard.
Il y a salopard confirmé, le full batch. Puis après ça, il y a crapule. Crapule puis crapule confirmé. Ça, ce sont des crapules. OK? C'est comme une coche en haut de salopard. Parce que c'est scientifiquement dessiné pour nous affaiblir. C'est ça, là. Sinon, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi, alors que le virus est faible, ils ne veulent pas qu'on l'attrape et qu'on développe une immunité collective. Ça n'a aucun sens. C'est comme toutes les décisions qui ont été prises avec le COVID. C'est toujours le contraire de ce qu'il faut faire. OK? Voilà. Alors, je vous montre le clip d'Arruda, justement, où est-ce qu'il disait le clip que je semble mal avoir interprété. Là. Puis expliquez-moi, écoutez-le bien comme il faut. Puis dites-moi si vous comprenez qu'est-ce qu'il veut dire. Il parle de l'excès de mortalité, là. Puis si vous me permettez, parce que souvent on nous dit est-ce qu'on a les données? On a fait récemment, hier à Québec, on m'a posé la question. On a regardé l'excès de décès selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année. Et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes d'excès de décès. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays où maintenant, eux, ont 3 à 4 fois plus de décès en excès de décès que ce qu'ils observent. Donc, notre système est très sensible. C'est quoi la référence avec les autres pays? Nous, on n'a pas d'excès de décès par rapport aux autres pays qui ont 3 à 4 fois plus d'excès de décès. Ce gars-là est censé être médecin, là, tu comprenez? Il faut être premier de classe pour être médecin. Hein? Ça n'a pas l'air d'un premier de classe. En tout cas, moi, j'ai apparemment mal compris ce qu'il avait dit. J'ai été généreux. J'ai dit qu'il avait dit qu'il n'y avait pas d'excès de décès, que ce qu'il y avait, le nombre de morts correspondait aux chiffres. Il n'y avait pas de surmortalité parce qu'il comparait avec les autres pays qui, eux, avaient eu des excès de décès. Mais là, les gens disaient non, ce qu'il dit, c'est que la totalité des morts COVID correspond à l'excès de décès. Il y a un excès de décès. Il y a un excès de décès et la totalité des morts COVID correspond à l'excès de décès. Comprenez à quel point c'est de la fraude, là. Tu sais, s'il y avait eu, par exemple, une guerre des motards, une guerre dans la mafia à Montréal, etc., puis il y avait eu 200-300 morts dans les gangs de rue criminalisés, il y aurait eu un excès de décès. Mais là, on aurait pu faire passer ça sur le COVID. Ils sont tous morts du COVID. C'est-à-dire, en tout cas, je trouve que c'est une crapule intégrale. Moi, j'ai été généreux dans mon interprétation. Et là, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de faire passer tous les excès de décès, les morts en CHSLD, de négligence, etc., les suicides, pour des morts COVID. Le salopard. Avec la bénédiction de François Legault. J'espère qu'on ne votera plus jamais CAQ. J'espère qu'on ne votera plus jamais CAQ. Puis en France, que ceux qu'on réalise partout que les personnes qui nous dirigent ne représentent pas le peuple. Ils ne représentent pas le peuple. Ils font tous partie d'une clique et d'un coup contre ils participent à ce coup contre Donald Trump. Là, c'est ça ici. Le système mondialiste se défend. Ils vont quand même pas jeter un siècle de réalisation aux poubelles avec Donald Trump. Ils vont mobiliser toutes les ressources. Ils contrôlent les États par la dette. Ils leur disent, tu vas collaborer, sinon on te décote. Genre. Mais rappelez-vous, là, à tous ces États, à tous ces chefs d'État qui participent à l'opération, rappelez-vous que c'est Trump qui gagne à la fin et que les États-Unis ont le bras long, puis il va se rappeler qui a trahi. Okay? Il va avoir un prix à payer après le mois de novembre pour la collaboration avec les mondialistes et cette fumisterie du COVID. Voilà. Alors, ça complète cette édition du Web Journal de Radio-Québec. Est-ce que j'avais autre chose? Non, finalement, 44 minutes. Alors, on va remercier tous ceux qui ont fait des contributions à Radio-Québec. Merci beaucoup à tous ceux qui nous appuient. C'est tellement essentiel si on veut continuer à faire de l'information libre. Le financement, c'est la liberté d'expression, vous le savez, et ça nous permet de dire des choses ici qu'on dit nulle part ailleurs. Ça vient de vous. Hein, vous nous tenez et ça nous permet d'avancer de l'avant et de faire nos recherches sans être préoccupés par, l'omerta, la rectitude politique, etc. Merci beaucoup, individuellement, à tous ceux qui font des contributions à Radio-Québec. Merci beaucoup. Ceux qui veulent faire des contributions à Radio-Québec, on va donner les contacts. Donc, par la poste, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Sur PayPal, paypal.me/Alexis Cossette. Sur Interac, Alexis Cossette-Trudel 1 @gmail.com avec le mot de passe Alexis.
Je suis au maximum d'amis sur Facebook. Malheureusement, vous pouvez suivre. Il y a l'option suivre. Sinon, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter. De toute façon, je suis plus souvent qu'autrement sur Twitter. Je suis un petit peu plus vindicatif sur Twitter. Je suis un petit peu plus d'attaque sur Twitter. Twitter, c'est là où est-ce qu'on trouve le président Trump. C'est là où est-ce qu'on trouve, je veux dire, la plupart du combat politique sur Twitter. Donc, il y a de la place sur Twitter. Puis, plus on est de fous, plus on rit. Venez nous rejoindre là. C'est étrange, hein? Il y a des gens qui sont abonnés à mon truc Twitter. Puis, apparemment, je les avais bloqués. Il y a 2-3 personnes qui m'ont écrit pour dire Hey, Alexis, je suis bloqué. Tu m'as bloqué sur Twitter. J'ai pas bloqué personne. C'est Twitter qui fait ça. Twitter bloque mon accès à plein de personnes sans me le dire. J'ai jamais bloqué les personnes qui m'ont écrit pour me dire tu m'as bloqué. C'est Twitter qui fait ça pour m'imposer le silence. Alors, écrivez-moi un courriel, puis je vous débloque tout de suite. Et puis, on contourne la censure comme ça. Alors, puis aussi, si vous êtes sur Twitter, les gens, des fois, me demandent mes références. Plusieurs des vidéos qu'on voit dans les webjournaux se retrouvent souvent sur Twitter. Je les retweet sur Twitter. Donc, vous me demandez mes sources. C'est souvent, mes sources sont sur Twitter. Hein? Alors, voyez ça comme ça. Voilà. Alors, section questions, commentaires. Il faut absolument arrêter de voter pour des partis mondialistes. Là. C'est Quoi d'autre? Il y a des gens qui disent il y a eu des arrestations aux États-Unis, etc. Je me méfie toujours de ça. Hein. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'il y a des arrestations, que Hillary a été arrêtée, etc. Quand ça va se faire, quand il va y avoir des arrestations, ça va être majeur, ça va être public, on va le savoir, etc. Les arrestations en secret, les documents secrets d'arrestation, c'est pratiquement jamais vrai. Laissez faire ça. Dites-moi si le micro, si ça va bien, le son. J'ai tout réinitialisé au niveau d'avant l'écureuil. C'est censé être correct. J'aurais dû le demander en début. Là. Tout le monde me dit ton son distorsionne. Est-ce que le son était correct aujourd'hui? Sinon, je ne sais plus quoi faire. Là. Je l'ai testé moi-même avant d'entrer en onde, puis c'était correct. Numéro 1.